Un peu mouvementé au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Nous avons le procès d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki qui a été ouvert pour complot contre l'autorité de l'État. On a également le dossier de disparition de 4 milliards de francs CFA au niveau de la Direction générale des impôts. Au niveau du premier procès, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce que vous avez noté dans les différents échanges et des propos des avocats de la défense? Moi, c'est ce que je trouve malheureux dans ce procès qui m'attriste énormément à cause de ceux qui sont impliqués. Olivier Bokor, c'est mon frère et ami. Et en dépit de tout, il restera toujours mon frère et ami. Mais ce qui m'attriste, c'est le comportement de son avocat qui apparaît souvent ressemblant un peu à Zoinho. Non, il grade la tête comme le ministre Azonho. Ou bien, ah bon, vous êtes trop jeune pour savoir comment Azonho, à l'époque de Azonho, c'était la tête rasée, la barbe. C'est le look d'Azonho. On parlait de Aounou. Ah, il s'appelle Aounou. Bon, l'avocat qui aime trop les médias à mon goût. Et c'est tout le problème. Et il vient de perdre beaucoup de médias à ce que j'ai en ligne, à ce que j'ai cru entendre. Comment est-ce que vous pouvez justifier qu'à la veille d'un procès, un avocat aille sur un plateau de télévision exposer les insuffisances, ou bien ce qu'il appelle les insuffisances, lui, de la procédure? Pourquoi ne peut-il pas attendre le jour du procès, comme ils l'ont fait, mais dénoncer et sortir, et par la suite, faire l'exercice qu'il a fait avant le procès? Et avec de tels avocats, mon frère Bokor, que je souhaite innocent, est perdu d'avance. Donc, selon vous, avec la réaction de ces avocats-là, du collectif, qui a eu la réaction qu'il a eu bien sûr, vous pensez que Bokor ne pourrait pas s'en sortir? Non, je n'ai pas entendu écouter les autres avocats, si c'est un collectif. Mais celui qui parle tout le temps à la télé, là, oui. Celui-là, ce n'est pas un avocat qu'il faut prendre. Je crois qu'il est bon pour être un communicant pour une opposition ou bien pour une mouvance. Enfin, il peut faire ce que je fais. Sinon, je parle du collectif puisqu'ils se sont retirés. Oui, ils se sont retirés, oui, mais ils n'ont pas étalé trop, ils n'ont pas parlé comme l'autre. Au fait, ils auraient pu, l'autre aussi aurait pu se retirer, enfin, il aurait pu attendre qu'il se retire avant de commencer par faire ces insinuations, pas dire tout ce qu'il disait dans les médias. Et c'est ça le problème. Olivier Bokor a besoin d'une défense sereine, mais on a la vague impression que ceux-là sont inquiets et ils ne savent pas comment défendre leurs clients. Vous savez qu'ils sont tous présumés innocents. C'est pour ça que je dis, je souhaite que la justice le trouve innocent parce que c'est mon frère et ami et je suis peiné de ce qu'il traverse. Et s'il est innocent, notre justice est libre et équitable, eh bien, il sera élargi et acquitté. De toute façon, on va observer les prochains jours, le 28 janvier, on va voir ce qui va se passer et on va y revenir. Et concernant l'affaire de disparition de 4 milliards à la DGI. Oui, cela m'attriste et montre combien ça révèle comment notre pays a été mal géré. Parce que comment peut-on disposer d'autant de liquidités? On n'a pas dit qu'il a falsifié de chèques. Il y a de l'argent liquide alors que ce n'est pas la BOA, la BCAO. Ce n'est pas une agence d'émission de monnaie. Mais qu'il y a autant de liquidités. Il a puisé dedans, c'est tout. Et il s'amusait. Cela montre aussi l'inconscient de notre jeunesse. Tu es un cadre même pas A1 ou bien tu es B, je ne sais quoi. Ton salaire n'est pas à plus de 300 000. Ça n'atteint même pas 300 000. Et toi, tu puises dans l'argent qui appartient à l'État et tu ne commences pas à exposer une vie de pacha. Vous comprenez? Quand vous n'avez pas l'équivalence mentale de l'argent que vous avez en main, cela se remarque tout de suite. Enfin, je voudrais féliciter la brigade économique et financière qui a mené une enquête méticuleuse qui a permis de démonter et de situer les responsabilités. Même le dernier COPEC a été justifié. Et ces messieurs ne peuvent que plaider coupables
et demander pardon au peuple béninois. Mais monsieur, pardon, Corvi. pardon, monsieur Corvi, est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui pensent, qui le disent haut comme bas, que ce cas, par exemple, de disparition de 4 milliards et comment tout s'est passé, donne raison, ce cas, est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui disent que ce cas, par exemple, ces cas-là se sont multipliés sous le régime Talon, ce malgré la BEF, la présence de la BEF et de la Criette. Certains le disent en tout cas que c'est depuis l'avènement de ce régime-là que ces cas-là de disparition, de vol et tout ça ont pris de l'ampleur. Non, ceux-là sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi tout simplement parce que c'était à une fonction logarithmique ce genre de situation dans le passé. Je ne veux apostropher personne, je ne veux pas dire ni Kérékou ni Soglo 1. Bon, autant de Soglo 1, il n'y en avait pas eu beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais Kérékou 2 et Yaïboni, on a vu des gens devenir immensément riches dès qu'on les a nommés. Donc, ce n'est pas la faute au chef. Hein. Les Béninois étaient plus riches que le président qui les dirigeait. Donc, ce n'est pas nouveau. La nouveauté ici, c'est qu'on dénonce et on poursuit. Si ça avait été dans le passé, on demandait à ce garçon-là, bon, tu as pris 4 milliards, amène 1 ou bien amène 2, égale le reste, on ne veut pas de scandale. Aujourd'hui, on est prêt à assumer le scandale, on est prêt à dénicher les délinquants. Ce qui veut dire que sous ce régime, il y a une belle lutte contre la corruption. Définitivement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous progressez aussi dans cet échange-là, Bertin Corvi. On parle aussi de 2026. On y revient. 2026, cette année de 2025 est celle qui prépare 2026. D'ailleurs, même, je crois, courant octobre ou novembre, il doit y avoir même des dépôts de dossiers. Comment observez-vous la classe politique au niveau des démocrates, au niveau des partis politiques de la mouvance présidentielle? Enfin, moi, je voudrais, vous me permettez de lancer un appel solennel à mes collègues de la mouvance présidentielle qui ont d'ambition présidentielle, ce qui est légitime. Moi aussi, j'en ai. Mais depuis un moment, vous avez dû constater, entendre que j'ai dit que je n'étais plus candidat à rien parce que la discipline de groupe... C'est pas peur? Non, pas du tout. La discipline de groupe? La discipline de groupe et le respect du chef veut que ce ne soit pas un individu qui se lève pour dire lui veut être candidat. Si tout le monde a les mêmes ambitions, ce sera une cacophonie dans notre mouvance. Donc c'est pas respect. C'est pas respect et respect de l'autorité, d'abord du président Patrice Talon, et respect des tests et leur esprit. Maintenant, je voudrais profiter pour inviter tous ceux-là qui font des actions qu'on dit de pré-candidature, de saisir tout de suite. Parce que ça a perdu d'autres, ça va les perdre aussi. Déjà que le président Patrice Talon a la possibilité d'être candidat en 2026, que chacun attende jusqu'à ce qu'il décide de ne pas user de ce droit-là et nous recommande ensemble à rechercher ce duo magique qui va nous représenter. Aussi, auprès des démocrates, je trouve qu'il y a beaucoup de bons cadres qui sont là-bas. Mais ces cadres-là n'ont qu'à aller parler au président Yaïboni, le convaincre. Lui qui a déjà été président 2 fois, il sait mieux parmi eux qui a l'étoffe d'être président au bonheur des Béninois. Parce qu'on n'est pas président parce qu'on veut l'être, on l'est parce qu'on peut vraiment changer la vie des populations. Mais est-ce que vous pensez que le rendez-vous de 2026 sera un rendez-vous où les acteurs politiques iront pour des challenges visant à prioriser l'intérêt du peuple béninois ou à régler des comptes politiques comme cela a été toujours par le passé? Mais c'est pour ça justement, moi, au Bénin, et puisque, Inch'Allah, je suis là jusqu'au 8 décembre 2090, c'est-à-dire 120 ans plus 30 jours, je vais m'atteler à ce que les Béninois ne choisissent pas n'élisent pas un président par défaut. En 2016, le président Patrice Talon a été élu parce que nombreux croyaient que c'est lui qui viendra tirer les oreilles à Yaïboni. Ils n'ont même pas écouté son programme qui parlait de rupture, de transformation.
de réforme. C'est pour ça, moi, je m'étonne que les Béninois s'étonnent de tout ce qui se passe aujourd'hui. Le président l'avait annoncé. C'est la première fois que je vois un candidat qui annonce quelque chose et qui le fait. Talon a annoncé ce qu'il fait aujourd'hui. Il a transformé le pays sur le plan infrastructurel. Mais c'est la première chose à faire. Manger comme on veut va venir après. Après, dans combien d'années? Ah, madame, vous êtes encore jeune. Donc, bientôt. Et Jésus-Christ a dit bientôt, ça fait 2000 ans. Il n'est toujours pas revenu. Donc, bientôt là, vous allez manger 4 fois, 5 fois par jour. Nous allons aménager, viabiliser les terres agricoles de la vallée de l'Obé. Toutes nos terres qui sont en jachère seront aménagées, mécaniser l'agriculture. Au fait, le développement de ce pays ne peut se faire, et je n'invente rien, ce sont les fondamentaux, qu'à travers le secteur primaire. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, le Bénin, nos eaux sont plus aptes à l'aquaculture parce que notre eau, notre mer, à 75% est oxygénée plus que les eaux où les gens se font de l'aquaculture. Aujourd'hui, le Vaudou Days et la route des pêches, vous l'appelez, non? Le tourisme est une opportunité. Gambier, etc. Ce qui fait la Gani. La Gani aussi, voilà. Quand vous irez au palais de Niki, vous vous rendrez compte qu'effectivement, Patrice Talon est passé au Bénin. Franchement. Alors, pourquoi nous, dans la mouvance présidentielle, et j'irai les revoir un à un, j'irai voir le président Diogbenou pour lui dire, au cas où tu aurais des ambitions, je te recommande tout de suite de les oublier. Parce que nous allons... Mais pourquoi vous faites, attendez, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous ne le légitimez pas? Laissez-moi finir. Oui. J'irai voir le président Diogbenou pour le lui dire. Je vais voir le président Aboulaye Biotchane pour dire si dans le BR, puisque lui-même est frappé par l'âge, tu avais déjà identifié quelqu'un, je veux tout de suite et que tu oublies cela et que tu parles, que les deux parlent aux membres des deux partis, à savoir que le président Talon, ayant la possibilité encore, continuer d'être candidat, qu'il faut attendre que lui-même se prononce pour dire, finalement, je ne veux pas user de ce droit-là. Voici, ensemble avec les deux partis, je vous suggère telle candidature, tel duo, et on va en débattre et soutenir ces deux-là pour que nous gagnions. Parce que si ce n'est pas le cas, nous allons connaître le syndrome de fin de mandat qui est arrivé à Yahi Boni, qui a proposé Zinsou, et 17 de ses ministres ont été candidats contre ce Zinsou-là. Alors, Monsieur, j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les chances pour les femmes en 2026, les femmes de la mouvance, bien sûr, d'être mieux positionnées? Il faudrait déjà que les femmes cessent de se préoccuper seulement de mettre des faux cils et les ongles, les faux ongles. Les femmes de la mouvance. Même, enfin, les femmes béninoises par excellence. Non, moi je parle des femmes de la mouvance. Bon, enfin, les femmes de la mouvance, c'est des femmes. Je précise celles qui sont dans les partis politiques. Il faut que les femmes de la mouvance cessent de passer plus de temps à faire de make-up. À mettre le foulard. À mettre le foulard, les guélés et autres. Et à s'occuper, à s'intéresser à ce que Kourovi dit, les analyses que Kourovi fait, que vous faites dans vos émissions, que d'autres font, à s'exprimer pour qu'on les remarque. Mais est-ce que quand vous dites qu'il faut qu'elles s'expriment davantage pour qu'on les remarque, est-ce que déjà au sein des groupes, elles ont le droit, est-ce qu'elles ont accès à la parole, est-ce qu'elles arrivent à s'exprimer comme il faut? Est-ce qu'on les laisse s'exprimer, s'épanouir dans vos mouvements? Madame, c'est déjà ça. Je voudrais que vous les invitiez. Parce que on les évite souvent. Elles sont venues. Elles viennent. Mais à les entendre, on a l'impression que c'est toujours la politique de l'homme d'abord. Non, c'est faux. Parce qu'en réalité, il y a plus de femmes au Bénin que d'hommes. En âge de voter, là, il y a plus de femmes. Quand une femme, c'est le jour où j'ai entendu une femme, alors que Élise Bédo était candidate, qui défilait, une femme, que j'ai compris que les femmes n'ont pas d'avenir en politique ici. Convainquez déjà vos sœurs et vous pourriez avoir de la place. Alors, Bertin Kourovi, pour revenir un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est votre ambition, d'aller voir
Abdoulaye Biotchane, Joseph Diogbenou, pour les convaincre de taire éventuellement des ambitions s'ils en avaient au profit de la probable candidature de Patrice Talon. Est-ce qu'à travers de telles démarches-là, vous ne légitimez pas ceux des vôtres de la mouvance présidentielle qui estiment que la démocratie souffre au sein des partis politiques de la mouvance et qu'au sein des partis politiques, on n'arrive pas à exprimer véritablement, alors que la réforme du système partisan était de faire des partis politiques forts. Pourquoi, par exemple, le BR n'initie pas, je dis une bêtise, un projet de révision constitutionnelle visant à revoir le critère d'âge, par exemple, permettant à Abdoulaye Biotchane des candidats, par exemple? Pourquoi on attend que l'initiative politique émane exclusivement du chef de la majorité présidentielle qui est Patrice Talon? Parce qu'on a le sens de la discipline, on a le sens de l'ordre. Oui, discipline, mais est-ce à dire qu'on devient servile? Non. Vous savez, comme on dit en Nago, Babani Babanje, tout à fait. Nous avons des traditions chez nous. Oui. Et cette tradition-là, malheureusement, dépeignent sur nos pratiques politiques. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, c'est Obasanjo qui, après avoir été 8 ans président au Nigeria, qui finit par dire qu'il se rend compte avec le temps que le Nigeria n'est pas encore prêt à une démocratie. Obasanjo. Parce que la population ne comprend même pas que le pouvoir lui appartient. Quand vous allez vers les populations, elles veulent faire une transaction avec vous pour vous faire président. Au moment où la population doit s'exprimer, elle ne s'exprime pas. Nombreux croient que la démocratie ne s'exerce que le jour du scrutin. Ils ne veulent pas donner leur avis. Dans la paix, dans la discipline, dans la concorde, un pays démocratique doit avoir un peuple qui parle, ou qui s'exprime, qui donne son avis. Mais non, moi, je voudrais profiter de votre plateau pour dire aux Béninois, le président Talon ne m'a pas demandé de lancer la dynamique Talon continue. Il ne m'a pas payé de l'argent. Tous ceux qui me demandent de l'aide là, pardonnez. Milo, je n'ai pas d'argent. Donc cessez de vous me rendez coupable. J'ai l'impression que je suis devenu subitement populaire, mais à ma perte. Cessez de me demander de l'argent. Vous allez dire ça sur le canal digitaux. Pour conclure cet entretien, une ou deux questions. On note, suite à une intervention du ministre des Affaires étrangères du Togo, que le Togo ambitionne intégrer l'Alliance des États du Sahel. Vous qui êtes quand même quelqu'un qui a des entrées quand même au Togo, qu'est-ce que vous pensez de cette ambition du Togo et quelle est votre analyse de la posture du Togo dans cette crise entre le Bénin et le Niger? Ben, le Togo, bon, c'est parce que c'est par amitié et en mémoire du président Yadema que je m'exprime sur le Togo. Sinon, j'aurais rien dit. Mais le Togo est déjà dans l'AES. Le Togo est déjà dans l'AES. Mais qui a fait échouer la sanction de la CEDEAO contre le Niger? C'est le Togo. Parce que si le Togo n'avait pas ouvert opportunément, et là, le Togo a quand même raison, c'est-à-dire les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que d'intérêt. Le port du Bénin, qui est le port naturel du Niger, a toujours fait des envies au Togo. Dès que le Bénin a fait l'erreur de fermer, de suivre l'UEMOA et la CEDEAO, le Togo opportunément dit « venez vers nous ». Donc le Togo est déjà dans l'AES. Maintenant qu'ils formalisent là, c'est leur choix à eux. Et à votre avis, quelles sont les conséquences pour le Bénin par rapport... Est-ce que le Bénin vivrait des conséquences ou on subirait des conséquences vis-à-vis de cette adhésion-là? Ben, pas du tout. Nous avons... la frontière du Niger est fermée depuis, on est toujours vivant. On vient de lever 1 milliard d'eurobonds. Ce que le Niger ne pourrait pas faire, ce que le Togo ne pourrait pas faire. Je ne les insulte pas. Mais on a une signature, nous, aujourd'hui au Bénin. En réalité, ce que je dis est vrai pour l'État. Maintenant, pour la population béninoise, vous allez souffrir un peu plus encore. Mais est-ce que cela susciterait, ou je ne vais pas dire susciter, est-ce que cela va engendrer de mauvaises relations entre le Togo et le Bénin? Mais pas du tout. Ben, ce que le Togo a dans le lit, ce n'est pas notre problème. Mais est-ce que quelque part, le président Faure n'a pas des raisons politiques pour s'allier davantage et chercher à avoir la pacificité bienveillante des dirigeants de l'AES? Mais c'est là... Attendez, les oiseaux de même plumage
volent ensemble. C'est-à-dire quoi? Bon, je ne dirais pas plus, aller philosopher sur cela. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, vous estimez que le président Faure est assimilable au président du Niger, au président du Mali et du Burkina Faso? Pas le président Faure, mais le Togo. Le Togo, naturellement, fait partie du Sahel, en tout cas le nord du Togo. Le Bénin aussi. Mais nous, on a choisi une autre posture. On a choisi, et ma foi, de rester fidèle à des règles qu'on s'est fixées. Les règles de la CEDEAO. On passe d'abord les règles de la CEDEAO. Les règles que le Bénin s'est fixées. Et ces règles-là l'ont poussé à entrer dans la CEDEAO. Mais le vrai problème de la sous-région a été la CEDEAO. Si la CEDEAO, et moi je pousse, j'appelle même le Bénin à quitter la CEDEAO. Et à rejoindre Non, non, pas l'AES. Pas l'AES forcément. Mais à quitter la CEDEAO. Pourquoi? Quand il dit quitter la CEDEAO, mais la CEDEAO, c'est depuis que la CEDEAO a ajouté son histoire sur la démocratie et la bonne gouvernance que la CEDEAO a des problèmes. La CEDEAO est une communauté économique. Que la CEDEAO politique meurt et elle est morte par l'AES. Il faut qu'ils comprennent. Voici des grands messieurs, quand ils s'asseyent, il y a plus de blancs dans la salle que d'Africains. Vous trouvez ça normal, vous? Quand est-ce que nous, on n'a jamais été invités aux sessions de l'Union européenne? C'est aussi ça qui donne de la valeur à ce que disent ces messieurs de l'AES, qui en réalité n'inventent rien. Kérékois dit plus que ça. Oh, bon, bref. Mais tant que la CEDEAO va se comporter comme elle se comporte là, comme un machin, un valet, d'autres, vous aurez toujours des sons de cloche qui... Et si le Bénin rejoignait l'AES? Mais c'est son choix. Merci à vous, Bertin Kohovi.